conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leurs lettres de mission remises à eux il y a de cela 18 ou 19 mois même par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. C'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Commençons tout de suite par cette question. Monsieur le ministre, quels sont les problèmes majeurs d'environnement auxquels notre pays et notre espace AES sont confrontés et quelle approche et mesures pour y faire face à court et à long terme? Merci, monsieur El Hadji Ousmane, et merci, monsieur Abdoulaye Tchomogo. Les problèmes majeurs environnementaux auxquels est confronté le Niger et par extension les pays de la Confédération de l'AES, puisque nous vivons pratiquement le même espace et approximativement, nous avons les mêmes réalités socio-climatiques, sont entre autres la dégradation des terres, la régression des superficies forestières, les pertes de la biodiversité, les pollutions et nuisances de tout genre, et entre autres les changements et variabilités climatiques avec toutes leurs contingences, des tempêtes de vent de sable, des inondations et quelques moments de canicule de température. Relativement aux approches, c'est l'adoption des mesures d'adaptation, mais d'atténuation, comme ça a été prévu sur nos différentes contributions déterminées nationales, donc prévues dans le cadre de la réponse par rapport au changement climatique. C'est aussi l'adoption d'une approche intégrée et c'est la mise à l'échelle de toutes les techniques et technologies. Donc l'institutionnalisation, par exemple ici au Niger, d'une journée spécifique de l'arbre, la communication et la sensibilisation telle que nous sommes en train de le faire, il faut le mettre à votre actif. Donc la priorité aussi donnée aux projets environnementaux de grande envergure, plus structurants, puisque quand vous prenez les difficultés ou la problématique de la dégradation de l'environnement et au-delà pratiquement de nos frontières, quelque part elle est même transfrontalière. Et c'est le développement et la restauration des bases productives donc, qui constituent les terres telles qu'est définies effectivement par le premier point de notre lettre d'émission. Monsieur le ministre, dans la même lancée, quelles sont les initiatives prises ou envisagées dans le cadre de l'AES, voire d'autres encore, pour protéger notre environnement, sachant que la problématique environnementale dépasse largement la seule sphère étatique? Depuis la salutaire initiative de nos chefs d'État pour créer l'Alliance
des États du Sahel, nous sommes rentrés en contact permanent avec nos collègues du Burkina Faso et du Mali. Nous nous sommes toujours concertés, que ce soit en présence physique ou en virtuel. Au moment de ces rencontres-là, en tout cas, et nous essayerons de regarder pratiquement dans les mêmes horizons. À citer, par exemple, la tenue de la séance de travail en marge du Forum Climat, Paix et Sécurité dans le Sahel à Bamako, donc au mois de novembre. Et la tenue aussi des séances de travail en marge de la célébration de la première édition de la Journée nationale de l'arbre ici au Niger, où nous avons invité tous nos collègues ministres du Burkina Faso et du Mali, accompagnés de leurs directeurs généraux des eaux et forêts et de la Grande Muraille verte. Et avec une représentation des jeunes qui sont venus séjourner et qui ont campé et avec les jeunes Nigériens, donc pour déjà donner un déclencheur en matière non seulement de communication, mais d'initiation de la jeunesse à donner les réponses à ces grands défis. C'est aussi la concertation permanente pour parler d'une seule voix, comme je l'ai déjà évoqué, à l'occasion des événements internationaux, comme les conférences post-Rio, la conférence des partis sur les changements climatiques, sur la diversité biologique et la conférence sur la désertification. Il faut préciser aussi l'adoption du principe donc, de donner la priorité, et si cela est possible, au développement des projets régionaux AES. C'est-à-dire, par le passé, nous pouvons monter un projet, juste par exemple, qui concerne le Niger. Maintenant, depuis un certain moment, toutes les idées du projet que nous sommes en train de développer, dans leur majorité, nous les faisons et afin que ça puisse être un projet beaucoup plus structurant, répondant au niveau de l'espace AES. Et là, il faut dire que nous avons déjà instruit au niveau de la Direction générale des eaux et forêts et de la Grande Muraille, qui sont en train de nous préparer une note conceptuelle d'une rencontre ministérielle. Nous allons passer à l'adoption des principes communs de gestion des ressources naturelles, par exemple la politique forestière, la politique de gestion durable de la biodiversité, la politique de gestion durable des zones humides, la stratégie de lutte contre la criminalité environnementale et la stratégie climat, paix et sécurité dans l'espace AES. Donc via la mise en cohérence des documents de toutes ces politiques et stratégies nationales. Il faut préciser aussi, ici à ce niveau, les pistes de développement des projets et programmes structurants et intégrateurs dans le secteur stratégique de l'environnement de l'espace AES et entre autres les facteurs d'accélération de la Grande Muraille verte dans l'espace de l'AES, puisque aussi, et c'est un autre acquis, les deux autres pays frères, en tout cas de l'AES, le Burkina Faso et le Mali, sont parties intégrantes des 11 pays et qui sont de l'espace de la Grande Muraille verte. Depuis des années, on parle du projet de la Grande Muraille verte. Où en sommes-nous et comment accélérer aujourd'hui la mise en œuvre de cet ambitieux programme? Donc l'initiative panafricaine de la Grande Muraille a effectivement été lancée depuis 2005. Donc avec comme vision de rétablir la viabilité des écosystèmes et des systèmes productifs dans les zones rurales organisées en pôles ruraux de production et de développement intégré. Sur une bande qui traverse le continent africain de Dakar à Djibouti sur 8000 km. Donc cette période a été caractérisée par la mise en place des agences nationales, effectivement de la Grande Muraille verte, comme le cas en tout cas de nos trois pays, et le développement des stratégies et approches diverses. Son Excellence le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait de ce point un des points de notre lettre d'émission pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille. À ce niveau, permettez-moi de rappeler que la nouvelle reformulation de la Grande Muraille ne s'agit pas seulement de venir ériger une bande de plantation. Vous savez que le premier tracé qui voulait de cette bande-là ne prenait pas en compte une grande partie de notre pays, l'idée de 2005. Mais les nouvelles stratégies ici de ce programme intégré qui prend en compte plusieurs aspects
des questions environnementales, mais des aspects socio-économiques en vue de lutter contre non seulement la pauvreté et l'amélioration de la résilience des communautés. Et dans ce nouveau tracé, qui prend en compte entre les isouettes 100 pratiquement à 500 mm, donne une certaine priorité au Niger. Sur nos 266 communes, aujourd'hui, 228 communes sont prises en compte. Alors que par l'autre tracé, nous n'avons pas plus d'une vingtaine de communes qui sont pratiquement sur la bande sud. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à dans le nord de notre pays, nous avons des communes qui sont prises en compte. C'est déjà un point qui est gagné à ce niveau. Donc, pour faire ces interventions, non seulement socio-économiques, mais aussi de restauration de l'environnement. Pour revenir aux actions, en vue d'accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille, les initiatives suivantes ont été entreprises. C'est la redynamisation donc des structures de la gouvernance de la Grande Muraille, notamment la désignation des structures membres du conseil d'administration. Et c'est l'affectation par l'État d'un siège récemment, donc l'acquisition de la logistique en vue d'améliorer les conditions de travail des agents à ce niveau, et étoffer aussi, en tout cas, les insuffisances des experts au niveau de l'agence, et la mise en place des 6 coalitions de la Grande Muraille, dont 2 au niveau régional à Dosso et Tawa, 4 au niveau communal. Donc, c'est le cas de Matankari, Dankasseri, donc Alela et Bazaga. Et l'identification des communes d'accueil des sites fermes agricoles communautaires intégrées. Et comme vous le constatez à ce niveau, ça veut dire que la question des synergies que nous avons développées plus haut, entre nous et le ministère de l'Agriculture, s'impose aussi à ce niveau dans la conduite, en tout cas, des attentes au point de vue restauration de l'environnement et souveraineté alimentaire. Donc aussi, c'est la cartographie des acteurs de la Grande Muraille, donc en vue de faciliter la capitalisation de toutes les interventions et favoriser la synergie d'action dans l'emprise de la Grande Muraille, donc dans nos 228 communes-là. Et c'est l'institutionnalisation aussi. C'est pour accélérer effectivement la mise en œuvre de la Grande Muraille que nous avons bien voulu proposer à l'autorité. Et l'institutionnalisation de la journée nationale de l'arbre et le développement d'un modèle de reboisement, tel que nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le cas de Gesselbodi. Et nous annonçons d'ailleurs ici, qui est dans le cadre de la mise à l'échelle de ce concept de reboisement, nous allons profiter aussi cette année, lancer le programme, en tout cas du bois, des héros de la résistance à la colonisation. Comme vous le savez, je n'ai pas besoin de les citer ici. Oui. C'est pratiquement dans toutes nos régions. Tout à fait. Et ça, c'est la résultante des échanges avec vous autres, en tout cas, et les communicateurs, pour mieux amener cette communauté à appréhender les politiques et stratégies en matière d'accélération de la Grande Muraille. Et il faut préciser aussi, c'est la mobilisation des ressources financières. Donc à ce niveau, et aujourd'hui, nous sommes à l'endossement de 6 projets dans le cadre de la Grande Muraille, et aussi il y a la question de l'évaluation du carbone séquestré. Donc entre des plantations qui ont été réalisées entre 2020 et 2023. Comme vous le savez, c'est un potentiel de séquestration de l'ordre de 26,6 millions de tonnes de CO2, donc de carbone, qui a été estimé. Et quand on doit lui donner une valeur chiffrée numéraire, c'est pratiquement de l'ordre de 456 millions de dollars. Si on arrive à mobiliser ne serait-ce 50%, en tout cas des ressources, ça nous permettra de pouvoir aller concrètement à l'accélération de la mise en œuvre des opérations de la Grande Muraille verte. Mais où trouver ces ressources, monsieur? Parce que le problème se pose. Tous ces États qui sont concernés par la Grande Muraille, d'où va venir cet argent-là pour réaliser cet ambitieux programme? Comment ça va se passer concrètement? Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, la mise sur le marché de ces millions de tonnes de carbone, puisque ces plantations existent déjà. Et ces plantations sont en train de jouer un rôle écologique de séquestration de carbone. Nous avons parlé de la cartographie tout à l'heure de la restauration. Voilà un des avantages en réalité de cette cartographie, parce que c'est cette cartographie qui est en train de nous permettre de connaître le potentiel existant de tout ce que nous avons aujourd'hui comme plantation de gommiers et autres, tout ça, qui contribue à la séquestration du carbone.
C'est-à-dire que c'est pratiquement des montants énormes qui sont là et qu'il faut circonscrire pour pouvoir le mettre sur le marché. Nous avons les fonds verts climat qui sont prêts. Ne serait-ce c'est de pouvoir maîtriser ces méthodologies-là d'évaluation et pouvoir les mettre sur ce marché-là et mobiliser les fonds à ce niveau qui vont être injectés à travers... et il y a aussi effectivement les efforts sur le budget national. Et la contribution de l'État. De l'État, donc, et sur lesquels nous pouvons compter. D'accord. Pour en venir à des questions précises, avez-vous défini des cadres de stratégie de collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour une meilleure efficacité, sachant que sans doute, il existe une certaine complémentarité entre le secteur de l'environnement, de l'agriculture et ou de l'élevage. Ensuite, avez-vous à ce jour élaboré un programme efficace de restauration et de préservation des bases productives sur la base d'une cartographie complète des sols dégradés en vue de l'amélioration de la productivité des systèmes agro-silvopastoraux et halieutiques? Il faut dire que mon département ministériel et celui de l'agriculture et de l'élevage sont non seulement complémentaires, mais aussi et surtout interliés et interdépendants. L'agriculture, l'élevage, le génie rural, l'hydraulique et l'environnement sont en réalité des branches d'un même arbre. J'ai nommé l'économie rurale. C'est pour cela et sans doute que les experts donc, des deux départements ministériels sont en parfaite collaboration. Il faut préciser donc, de ce fait avec plusieurs cadres fédérateurs en commun, comme si on prend la recherche agronomique, donc le conseil agricole, les commissions foncières, les réseaux des chambres d'agriculture, donc la plateforme paysanne, donc les alliances productives, pour citer aussi le pilotage, en tout cas de plusieurs projets et programmes de développement intégré, les systèmes d'alerte précoce, donc le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, la Commission, en tout cas nationale de l'eau. Les deux secteurs donc sont aussi au cœur de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. Donc, et son plan d'investissement, la stratégie aussi nationale de biosécurité, les stratégies biodiversité, l'aquaculture, l'exploitation de la gomme, du moringa et bien d'autres produits forestiers et non ligneux. Donc il faut savoir que notre département ministériel a mandat de restaurer non seulement les terres agricoles, mais aussi les terres pastorales, au même titre que les autres aspects dans la sylviculture donc, qui sont liés aux terres forestières. Et les restaurer, donc les réhabiliter, pour les rendre propices aux productions agro-silvo-pastorales et halieutiques. Donc, et halieutiques à comprendre l'aquaculture et la pisciculture surtout. À cela s'ajoute tout naturellement la prévention contre le feu de brousse, entre autres pour protéger les pâturages. Donc, nous protégeons les pâturages, c'est au profit d'un des démembrements du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, donc au profit des pasteurs. Vous comprenez pourquoi donc mon collègue de l'agriculture et de l'élevage et moi-même nous travaillons ensemble, comme le témoigne en tout cas ces 2 années d'exercice, nous avons lancé les campagnes de lutte contre les feux de brousse pratiquement ensemble et c'était une première de développer une synergie ou une certaine, en tout cas, complémentarité ou solidarité gouvernementale. Puisque l'espace d'intervention est le même, quoi. Est le même. Dans les jours à venir, notamment le 20-25, comme ça a commencé à passer en tout cas sur vos écrans, nous aurons à organiser le salon de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique et de l'environnement. Et vous voyez que là, c'est conjointement, en même temps. Et nous profitons d'ailleurs pour demander, en tout cas au maximum des Nigériens et pourquoi pas même, en tout cas les pays de l'AES, de se déplacer massivement pour cette prochaine édition qui aura plusieurs innovations. Pour revenir au programme donc, efficace de restauration et de préservation des bases productives, sur la base d'une cartographie complète des sols en vue de l'amélioration de la productivité des systèmes agro-silvopastoraux et halieutiques, qui est d'ailleurs un des points de la lettre confiée à moi par son Excellence le général Abdraman Tchani, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est une innovation majeure
Et pour l'élaboration de ce programme, nous avons d'abord travaillé à donner un contenu à l'ensemble de la lettre de mission, mais à ce point aussi précis. Donc donner une note conceptuelle qui est dans notre méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration pour fixer les priorités à ce niveau. Et les priorités sont connues. Tout ce que nous allons faire de restauration des bases productives, c'est non seulement pour des questions de protection, donc là, en ce qui concerne les espaces forestiers et d'autres plantations, par exemple urbaines et périurbaines, mais aussi, c'est de restaurer les bases productives afin d'améliorer les rendements au point de vue et production agricole. Et comme le veut notre élan, d'aller vers la souveraineté alimentaire. L'autre partie des terres aussi, qui seront restaurées, et sont quelque part des enclaves pastorales. Donc là, est pour favoriser non seulement à l'état naturel d'aller vers non seulement la production et la protection du pâturage. Et l'autre manche aussi de la restauration des bases productives, c'est celle de favoriser l'irrigation, qui est un passage incontournable pour la souveraineté alimentaire. Les outils de cartographie comme méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration, en prélude donc à l'élaboration, nous avons testé 26 communes réparties comme si donc à Agadez 6 communes, Dosso 9 communes et Tillabéri 11 communes. Donc des démarches ont été conduites en rapport avec les différents partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires afin de pouvoir parfaire et aller au niveau des autres 266 communes. Ce qui est important à ce niveau d'aller avec la cartographie, ça nous met vraiment dans une forme de gouvernance environnementale. Si vous prenez l'exemple aujourd'hui d'une commune, une fois que la cartographie est réalisée au niveau de la commune, ça veut dire que nous avons une situation exhaustive de la nomenclature des différentes unités d'occupation des sols au niveau de cette commune-là. Qu'est-ce qui est réservé à l'agriculture, qu'est-ce qui est réservé à l'élevage, qu'est-ce qui constitue des dunes, donc qui constitue des menaces. Donc, puisque là, il faut avoir une typologie de la dégradation. Typologie de la dégradation, terre en glacis, ou bien d'autres ravins et systèmes de ravinement et tout ce qui s'ensuit. On a une idée de qu'est-ce qui a été fait par l'État et par ses partenaires, même par le passé. Et qu'est-ce qui reste à faire. Si l'État va intervenir, ou si un partenaire quelconque vient, on ne va pas être, en tout cas dans les anciennes pratiques où il peut y avoir des duplications d'interventions ou bien des interventions non harmonisées. On va faire des interventions plus judicieuses et pour donner beaucoup plus de résultats. Faire de la cartographie sous-entend que donc, il faut géoréférencer. Et une fois qu'on va géoréférencer, qu'on va avoir les coordonnées géographiques à ce niveau-là, donc ça nous permettra de suivre non seulement depuis la situation des références, donc à l'état initial avant intervention, et de suivre la dynamique de comment les changements sont en train d'intervenir pour pouvoir restaurer et peut-être aller jusqu'à la réhabilitation de cet espace. On va arriver au moment de l'évaluation pour voir quels sont les effets et impacts induits à cette intervention. Ce qui peut nous conduire à une évaluation des services écosystémiques pour dire voilà cette intervention qui a mobilisé tel nombre de personnes, tel nombre de jours ou bien tel nombre d'années et par finir, voilà la plus-value que ça a apporté. Nous sommes dans ce processus, nous avons déjà des résultats à travers ces actions qui ont été réalisées. Et, par exemple, pour le traitement des terres dégradées, nous sommes aujourd'hui à 53 323 hectares. Et pour la fixation des dunes, nous sommes à 8 087 hectares à la date du 31 décembre 2024. La lutte contre les plantes envahissantes, 13 942 hectares. Là, les plantes envahissantes terrestres, puisqu'il y a les plantes envahissantes terrestres et aquatiques. La lutte contre les plantes aquatiques envahissantes, 816 hectares. La régénération naturelle assistée sur 99 914 hectares. Ce qu'il faut saluer ici, il faut dire que les populations ont su appliquer aujourd'hui dans leur propre espace, dans leur propre champ,
donc, ce système de régénération naturelle assistée. Donc ces différentes réalisations ont permis de mobiliser plus de 4,83 millions d'hommes-jours qui correspondent donc, à la création de 36 616 emplois temporaires en 6 mois. Ces activités ont permis d'injecter et en milieu rural 13,936 milliards de francs CFA en cash for work. Là, il faut dire que c'est l'effort de l'État et de ses différents partenaires. En outre, il a été réalisé 20 299 km de bandes par feu qui ont été ouverts et pour protéger le potentiel. Mais vous voyez un peu la complexité de ce phénomène ici et nous continuons encore à enregistrer et de manière récurrente, en tout cas, les feux de brousse malgré tous ces efforts qui ont été fournis. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.